Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Evelyne Perrin, Identité nationale, amer ministère. Ce qu'en pense de jeunes franciliens 2009. Michel Verret, lecture sociologique 2009. Yann Guillot, j'ai envie de merdir, le juste et l'Hélène juste. Émotion, reconnaissance et action collective, 2009. Chantal Nicoledrancourt dire, conciliation travail-famille, attention travaux, 2009. Catherine Lejealle, la télévision mobile. Usage, contenu et nomadisme, 2009. Claude Giraud, de la dette comme principe de société, 2009. David Mandin, les systèmes d'échange locaux, CEL. Circulations affectives et économie monétaire, 2009. Pierre Baraka et al. Les animateurs face à l'intégrisme religieux et à l'oppression des femmes. Témoignages, discussions, enjeux de formation, 2009. Catherine Agulon et Angela Xavier de Brito, les étudiants étrangers à Paris. Entre affiliation et repli, 2009. Alexandre Duclos, des formes modernes de cosmopolitisme, 2009. Éric Forgue, l'activité symbolique. La formation de soi et de la société, 2009. Atman Agoundir, enquêter auprès des migrants, 2009. Jacques Chavannes, la cité au travail. L'insertion des jeunes de banlieue d'origine maghrébine, 2009. Anna Aurkenreglin, danseuse de cabaret. La lumière à l'ombre, 2009. Pierre Avidal-Naquet, faire avec le cancer dans le monde du travail, 2009. Jean-Charles Bérardi, prolégomène à une sociologie de l'art. Les formes élémentaires de l'échange artistique et son procès. Tome 2, Analyse et modèle, 2009. Pour Ayala, Luma Muscoa Elana. Introduction. Présentation de l'enquête. Ce livre se penche sur les perceptions sociales de la science et de la technologie au Pays basque dans son ensemble, réunissant la communauté autonome basque, CAB, la communauté forale de Navarre, CFN, et le Pays basque français. Le développement de la science et de la technologie, en plus d'être une source de bien-être et de progrès pour la société et les individus qui la composent, est l'une des principales caractéristiques de la modernité. Dans cette optique, l'avènement d'une société de la connaissance implique de redoubler d'efforts pour faire face aux défis futurs avec la confiance et les ressources nécessaires, ce qui suppose de réaliser un diagnostic préalable de la situation. En ce sens, l'appréhension des représentations, des opinions et des attitudes de la population du Pays basque sur la science et la technologie, et l'identification des axes de développement stratégique constituent un préalable. La réalisation d'une telle étude exige de prendre en considération divers acteurs, parmi lesquels se trouve la population en général et les étudiants en particulier. Pour ce faire, cette recherche a eu recours à des méthodes qualitatives afin de déterminer la nature des perceptions de la population afin d'effectuer un diagnostic, d'identifier les problèmes et de proposer des solutions de façon argumentée. En d'autres termes, elle énonce les objectifs que devraient atteindre les politiques scientifiques et technologiques et précise les procédures que devraient suivre ces initiatives pour y parvenir. Cette enquête nous a été commandée par le cabinet des prospections sociologiques du gouvernement de la communauté autonome basque et par la Fondation Elouillard, chargée de promouvoir la science et la technologie auprès du public. Elle fait partie d'une étude plus ample puisque s'y s'ajoute, d'une part, une recherche quantitative suivant le modèle des enquêtes réalisées par le CIS, et d'autre part, une analyse du traitement de la science et de la technologie par les médias. Objectif de l'étude. L'objectif de ce livre est d'établir une carte des perceptions de la société basque sur la science et la technologie,
étant entendu qu'il s'agit d'une réalité complexe et multiple, notamment d'un point de vue territorial et en ce qui concerne le profil de ses habitants. C'est la raison pour laquelle plusieurs équipes de recherche, groupes de travail et guides d'entretien ont été créés afin de tenir compte de cette diversité. En ce sens, si les objectifs globaux ont été identiques, il a fallu adapter les instruments de recherche afin d'appréhender au plus près les spécificités des représentations, attentes, attitudes et opinions à l'égard de la science et de la technologie. En ce sens, il n'est nullement question de réaliser un test auprès de la population sur son niveau de connaissance scientifique ou technologique, ou sur sa maîtrise des politiques scientifiques. Bien au contraire, il s'agit d'atteindre 5 buts. 1. La définition et la délimitation sociale des principaux concepts de science, technologie et technique. 2. L'identification des représentations globales de la science et de la technologie à la fois pour la population en général et les étudiants en particulier. 3. La distinction des craintes et des attentes à l'égard des politiques scientifiques. 4. La connaissance des appréciations et des propositions sur elles. Environnement de la science et plus précisément, sur les principaux acteurs de la science ainsi que sur les liens qui unissent la science et la société. Et 5. La présentation et l'évaluation de la communication scientifique à travers les différents médias. Télévision, radio, presse écrite, Internet, etc. Les 2 premiers objectifs sont généraux, puisque les personnes interrogées ont la possibilité de définir et de délimiter à leur guise les principaux concepts et, de ce fait, d'apprécier les fonctions sociales et culturelles de la science et de la technologie. Dans les sociétés contemporaines, les expériences et interactions quotidiennes permettent d'identifier les appréciations qu'inspirent la science et la technologie et, dès lors, de connaître leurs opinions. De ce fait, les 2 premiers objectifs offrent la possibilité de connaître l'appréciation globale, abstraite et universelle de la science. Une délimitation préalable aurait entraîné, d'une façon ou d'une autre, une évaluation du niveau de connaissance du vocabulaire et des théories scientifiques, et aurait établi un classement des personnes interrogées suivant leur niveau de légitimité des concepts car il existe un lien entre les 2. Les 3 derniers objectifs sont plus précis puisqu'ils veulent appréhender les dimensions sociales et institutionnelles de la science et de la technologie, les politiques scientifiques et technologiques, les acteurs et les institutions qui interviennent dans les processus de décision et la communication scientifique. Ils nous permettent de mieux connaître la façon dont les citoyens du Pays basque construisent et articulent les discours sur la science et la technologie. Principes méthodologiques. Afin de mener à bien cette enquête qualitative, 2 techniques ont été utilisées. Les entretiens individuels en profondeur et les groupes de discussion. 2 types de groupes ont été distingués, à savoir les groupes généraux et les groupes spécifiques, auxquels se sont ajoutés les experts. Les experts spécialisés dans la science et la technologie en général, et dans les perceptions sociales et les politiques scientifiques en particulier ont été interviewés à l'aide d'entretiens individuels. Nous nous sommes entretenus avec 6 experts reconnus, sachant que leur profil était le plus varié possible, aussi bien d'un point de vue institutionnel, disciplinaire que géographique. Les groupes généraux ont rassemblé des personnes représentatives de la société basque, c'est-à-dire des individus ayant entre 30 et 50 ans, appartenant aux classes moyennes et ayant un niveau d'études oscillant entre la licence et le master. Au total, 6 groupes ont été réunis, 2 dans la CAB, 2 dans la CFN et 2 au Pays basque français. Chaque groupe réunissait entre 8 et 10 personnes durant environ 2 heures. Les groupes spécifiques ont réuni des étudiants de licence, master et doctorat réalisant leurs études aussi bien en sciences et technologies qu'en sciences humaines et sociales. La première catégorie réunissait des doctorants en sciences et technologies, la seconde rassemblait des étudiants en licence et master de sciences et technologies, et la troisième englobait les étudiants en licence et master en sciences humaines et sociales. 9 groupes de discussion de 8 à 10 personnes chacun ont été constitués durant 2 heures. Le travail de terrain a été réalisé entre les mois de janvier et avril 2008. Motivation de l'enquête. Au XXe siècle, après la fin des 2 guerres mondiales, se développent progressivement des politiques scientifiques et technologiques intégrées et solides, étant entendu que le rapport Science, The Endless Frontier, 1945, en constitue le point de départ. À ce moment,
La première mission des politiques publiques consiste à promouvoir la science et la technologie, et s'agissant d'une période de plein emploi et de forte croissance économique, la recherche en général et la recherche fondamentale en particulier sont amplement financées. Ces politiques ont répondu aux expériences scientifiques antérieures. D'une part, elles se chargent de financer la recherche scientifique et de garantir l'indépendance des scientifiques, et d'autre part, elles s'occupent d'assurer la traduction technologique, économique et sociale des découvertes scientifiques. Il est également de leur ressort de promouvoir une représentation positive de la science puisque l'application de la science, l'essor continu de la connaissance et sa transformation en produits, services et processus, à travers le marché, sont censés apporter le bien-être et le progrès. Le rapport Science, The Endless Frontier fait la liste de toutes les politiques, recherches et théories scientifiques qui prédominent à cette époque. Vannevar Bush et un groupe de recherche ont rédigé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale un rapport en réponse à une lettre envoyée par le président des États-Unis d'Amérique, Franklin D. Roosevelt, daté du 14 novembre 1944. Le rapport définitif est remis en juin 1945 à Harry Truman, devenu président suite au décès de Roosevelt. La guerre ayant été synonyme d'importantes avancées scientifiques et technologiques, les autorités américaines souhaitent continuer sur cette lancée. Ce sont des périodes d'espoir et d'enthousiasme. Nous pouvons ainsi lire « New frontiers of the mind are before us, and if they are pioneered with the same vision, boldness, and drive with which we have waged this war we can create a fuller and more fruitful employment and a fuller and more fruitful life. » Les missions et les objectifs des politiques scientifiques résultent de cette vision. Le rapport énonce clairement que « Science is a proper concern of government ». En effet, l'une des obligations du gouvernement est d'assurer le financement de la politique scientifique sans pour autant fixer de priorité. En résumé, prédomine une représentation positive de la science et une association du développement de la connaissance scientifique, de l'innovation technologique et du progrès social. Prévaut également une vision linéaire de l'innovation, attribuant la primauté à la recherche fondamentale et donnant de l'importance à l'autonomie des scientifiques ainsi qu'au travail en équipe, à l'esprit de compétition et au refus de toute limite. Enfin, il est de la responsabilité du gouvernement d'assurer le financement des programmes de recherche, de promouvoir la recherche et de créer des incitations qui garantissent son développement. La finalité de ce rapport est de promouvoir la politique scientifique, en valorisant la science positive et en la présentant comme étant synonyme de croissance économique et de progrès social. Il rejoint en ce sens une représentation classique de la science, présente chez les philosophes des Lumières, présentant la connaissance scientifique et les découvertes techniques comme étant des vecteurs du progrès de l'humanité. De ce point de vue, la promotion de la science et le financement public de la recherche, fondamentale notamment, implique, d'une part, que les institutions scientifiques s'autonomisent, les chercheurs disposent des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la réalisation de leurs travaux et bénéficient de conseils utiles pour mener à bien leurs projets et d'autre part, dans la mesure où le financement des recherches n'est pas conditionné par des conditions préétablies, prédomine une vision à long terme quant à l'impact des travaux entrepris. Nonobstant, les premières difficultés apparaissent avec les années 1960, en particulier au sujet de la vision linéaire de l'innovation. À partir de cet instant, maintes modifications sont réalisées dans les indicateurs de la science et de la technologie. Les rapports publiés par l'OCDE sont les meilleures illustrations de ce changement d'orientation. De nos jours, il est admis qu'il n'est pas suffisant ni de financer la science, science push, ni de se contenter de répondre aux demandes du marché, dit Menpul. En revanche, la recherche stratégique, la territorialisation de la connaissance, le rôle de l'innovation dans la compétitivité des entreprises et les bienfaits des investissements immatériels sont devenus des aspects essentiels. Il n'est plus question de financer tous les domaines de recherche et d'attendre la publication des résultats et d'éventuelles retombées dans le domaine technologique, tout en étant conscient des insuffisances du marché. En outre, la science et la technologie sont financées selon des objectifs précis et doivent gérer un réseau complexe. Les principaux rapports de l'OCDE sont utilisés pour fixer ce nouveau cap dont Science and the Policies of Government, The Implication of Science and Technology for National and International Affairs, 1963,
Science, Growth and Society, 1971, et Science and Technology Policy in the 1980s, 1981, en sont les meilleures illustrations. Ces rapports offrent l'avantage de proposer une vision globale. Pour ce qui est de la méthodologie, il existe des manuels parmi lesquels se trouvent FASCATI Manual, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, 1963 à 2002, et Oslo Manual. OECD propose de Guideline for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 1992. La terminologie utilisée dans ces rapports est significative. Engine of Process Problem Solver Source of Strategic Opportunities, Bloom, The Naive Period, The Period of Social Priorities, The Period of Emphasis in Innovative Period, Brooks, Policy for Science, Science in Policy, Policy for Technological Innovation, Gibson, Basic Science a Pacemaker Economic Growth Productivity Slowdown Strategic Focus Networks and Systems, Oakness et Weeken. Les politiques scientifiques ont privilégié ce domaine de recherche car les indicateurs scientifiques démontrent objectivement, ou du moins quantitativement, l'évolution de l'innovation. Les différents acteurs impliqués dans la science ont été immergés dans cette problématique, notamment les élus, les hauts fonctionnaires, les chefs d'entreprise et les chercheurs qui travaillent aussi bien dans des laboratoires privés que dans des centres technologiques ou des universités. Cependant, au cours des dernières années, les chercheurs se sont penchés sur les perceptions sociales de la science et de la technologie. À travers l'Eurobaromètre, différentes enquêtes ont été menées sur ce sujet, et l'analyse des données a conduit les pouvoirs publics à modifier leur vision des rapports entre la science et la société. De nombreux changements se sont produits tant au sujet des indicateurs scientifiques qu'à propos des institutions qui ont la responsabilité d'élaborer puis de mettre en œuvre les politiques scientifiques. En prenant une certaine distance avec l'optimisme prévalant jusqu'alors, deux types d'inquiétudes ont vu le jour à propos de la politique scientifique. D'une part, il n'est pas suffisant de se concerter sur le financement de la recherche fondamentale, car T demande du marché, la science et la technologie finalisée, l'acceptation sociale, la prise en considération des dégâts collatéraux occasionnés et l'importance de la multiplicité des processus d'innovation doivent être pris en compte. En d'autres termes, au-delà d'une vision linéaire, il s'agit de prendre en considération de nombreux facteurs, exclus de l'analyse jusqu'alors. D'autre part, dorénavant, il faut inscrire la science et la technologie dans un contexte plus vaste, tout en promouvant cette idée. Dans les pays démocratiques, les décisions ne peuvent être prises sans tenir compte de l'avis des citoyens et dans la mesure où les politiques scientifiques et technologiques sont l'objet d'une compétition, il est indispensable de tenir compte des représentations sociales de la science. Les critiques adressées par les nouveaux mouvements sociaux, composés de personnes intégrées socialement, disposant de ressources économiques, ayant un niveau d'études supérieur et choisissant des modes de vie alternatifs, et les demandes émanant des nouvelles générations, ont transformé la science et la technologie en objet de débat. Nous vivons actuellement une période de transformation en ce qui concerne la science, la technologie et la politique d'innovation. Dans une certaine mesure, la compétitivité d'un secteur et d'un territoire représente un dilemme. La réduction des coûts et des droits sociaux ou l'innovation, la gestion participative ou la recherche de productivité. En outre, dans ce contexte global, la recherche, le développement et F-innovation se sont transformés dans l'une des priorités politiques et socio-économiques du Pays basque. Devant la mutation à l'œuvre, les institutions, les entreprises et la société civile prennent progressivement conscience de l'importance de la R&D et commencent à se mobiliser dans ce sens. En effet, la transformation de l'environnement international génère de nouveaux enjeux et l'actualisation des hiérarchies implique de connaître la nouvelle économie et de maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC. L'innovation apparaît comme un concept permettant de faire face à cette nouvelle situation, sachant que cela suppose de modifier le système productif, de promouvoir les entreprises scientifiques et technologiques, d'ouvrir le système d'innovation basque vers l'extérieur, de consolider l'esprit d'initiative et de façon générale, d'anticiper les fondements stratégiques, de fixer les principaux axes de travail et de placer l'innovation au centre de la réflexion et surtout de l'action des nouveaux secteurs d'activité. Dans le cadre de cette stratégie globale,
L'obligation principale des institutions est de promouvoir l'innovation afin de sensibiliser tous les secteurs d'activité et les acteurs concernés sur son importance. Il s'agit d'accroître, de façon efficace et partagée, les capacités du système scientifique et technologique basque afin de les étendre à tous les domaines et de les intégrer dans les différentes organisations. Pour ce faire, il est indispensable de sensibiliser les chercheurs, les élus et les chefs d'entreprise ainsi que l'ensemble de la population afin que l'ensemble de la société soit consciente de la nécessité d'innover et qu'elle considère cet objectif comme étant positif et légitime. La présente recherche sur les représentations, les opinions et les attitudes sociales de la science et de la technologie s'inscrit précisément dans ce cadre. Effectivement, le processus d'innovation implique de prendre en compte les dimensions cognitives, affectives et pratiques ainsi que les facteurs sociaux et institutionnels, sans omettre les motivations économiques. L'interprétation actuelle du processus d'innovation exige d'intégrer le caractère dynamique et de ne pas limiter l'environnement de l'innovation au seul processus de production. Cela suppose de renouveler notre perception du contexte de l'innovation. Les manières d'appréhender cet environnement sont aussi multiples que diverses, car il existe différentes cultures de la science et de la technologie. 4 cultures scientifiques peuvent être distinguées. 1. La culture universitaire défend et promeut une image traditionnelle de la science dans laquelle le scientifique apparaît comme un professionnel mû par la curiosité et la passion, indépendamment des valeurs et des intérêts, et qui étudie les phénomènes naturels, physiques et chimiques afin d'en énoncer les lois générales. 2. La culture industrielle entend faire de la science un vecteur de bien-être social et de développement économique en améliorant la productivité, ce qui exige la mise en œuvre de politiques scientifiques. 3. La culture bureaucratique conçoit la science comme un moyen d'accéder à la vérité et considère que les politiques publiques doivent se fonder sur une connaissance objective de la réalité. 4. La culture civique souhaite que les pouvoirs publics et les scientifiques prennent pleinement et résolument en charge la responsabilité de la science, donnent une traduction à la volonté démocratique de la population, contrôlent l'orientation de la recherche et participent au choix des principaux axes de recherche. Dès l'instant où il existe différentes cultures scientifiques, la solution n'est pas unique, ce qui implique de parvenir à un accord entre tous les acteurs concernés. La présente enquête sur les perceptions sociales sur la science et la technologie en Pays basque entend rendre compte des représentations, des attentes, des craintes, des intérêts et des opinions des habitants de cette région. La première étape pour comprendre l'innovation consiste à privilégier une approche ouverte. De nos jours, certaines dimensions sont considérées comme indispensables. Introduire l'innovation dans la conception, la production, la gestion et la commercialisation des produits par les entreprises, donner davantage d'importance à la diffusion sans se cantonner à la création, privilégier la recherche stratégique, diffuser les connaissances et territorialiser les découvertes entre les acteurs technologiques, économiques et sociaux, situer l'innovation au centre du combat pour la compétitivité, prendre conscience de l'importance des bénéfices de l'investissement immatériel, mais aussi prendre en compte les besoins, les pratiques, les habitudes de consommation et au-delà, l'acceptation de la population. Au cours des dernières décennies, différents exemples ont montré l'échec de découvertes pouvant être rentables, car elles n'ont pas suffisamment pris en considération la logique du marché et les attentes du public. Cela implique donc de se pencher sur les dimensions jugées essentielles par les personnes, les raisons instrumentales, s'intéresser à la réaction sociale, les raisons normatives, gouverner avec la légitimité que confère l'appui de la population, et les raisons substantives, intégrer la connaissance de la population et privilégier une vision globale de l'innovation. Dans tous les cas, l'approbation des habitants du Pays basque est une condition sine qua non du succès. Sciences, technologie et société. Dans la communauté autonome basque, l'année 2008 a été désignée l'année de l'innovation, et la Commission européenne a déclaré l'année 2009 comme étant l'année européenne de la création et de l'innovation. Ces événements sont l'occasion de mener une réflexion aussi globale que profonde sur la science et la technologie. Cela dit, des changements se sont produits dans la production, la promotion et la justification des connaissances, ce qui nous invite à repenser les relations entre la science, la connaissance et la société. En effet,
Au lieu de financer la recherche fondamentale sans aucune limite, les pouvoirs publics décident de promouvoir puis de valider les connaissances et les domaines ayant une importance sociale et économique. Dans cette optique, on a coutume de rapprocher la connaissance significative, relevant knowledge, et les recherches scientifiques et technologiques financées ayant fait l'objet d'une promotion. Par exemple, les gouvernements accordent la priorité à certains axes de recherche dont ils se sentent responsables et auxquels ils accordent une attention particulière, au point d'être source de préoccupation. Reste à savoir si les axes privilégiés par les institutions bénéficient d'une certaine légitimité auprès du public, et le cas échéant, s'il convient de repenser ce que nous entendons par connaissance importante. En ce sens, les enquêtes qui s'efforcent de connaître les perceptions de la population permettent au pouvoir public de savoir si les politiques engagées et les mesures prises reçoivent l'adhésion de la population, ou si elles suscitent un certain rejet, surtout si les gouvernants se préoccupent de leur légitimité. Les études qualitatives permettent d'aller plus en profondeur et de comprendre les véritables ressorts des motivations, des attitudes et des opinions des personnes. C'est ce que laissent entendre les rapports de la Commission européenne, intitulés White Paper on European Governance and Society Action Plan. Durant 30 ans, à travers l'Eurobaromètre, les enquêtes menées auprès de l'opinion publique montrent qu'il n'existe pas de relation linéaire et automatique entre la science et les avancées constatées ainsi qu'entre le développement et l'opinion favorable. Dans un premier temps, afin d'interpréter le niveau d'approbation de la population, l'hypothèse du déficit cognitif a été énoncée. Selon cette hypothèse, il existerait une corrélation entre le niveau de connaissance et le niveau de légitimation, ce qui transforme la connaissance en une variable globale et indépendante. Nonobstant, des analyses empiriques ont mis en exergue qu'il n'en est rien, notamment parce que la science, la technologie et l'innovation sont devenues une affaire publique. En ce sens, la connaissance scientifique n'entraîne pas automatiquement une élévation du niveau d'adhésion à la science et aux politiques scientifiques, d'autant qu'elles deviennent l'objet d'un enjeu. Les rapports européens mettent en exergue deux paradoxes. D'une part, lorsque l'attitude favorable, les attentes manifestes et les perceptions permanentes à l'égard de la science et de la technologie ont lieu, il se produit une remise en cause des politiques scientifiques jugées négatives, source de préoccupation. D'autre part, au moment même où les citoyens attendent de la politique qu'elle aide à la résolution de problèmes sociaux, ils manifestent une méfiance et une hostilité vis-à-vis des élus et des institutions. Devant cette situation, les personnes jugent nécessaire d'améliorer le fonctionnement des institutions et les initiatives prises par ses représentants afin de mieux répondre aux préoccupations des citoyens et de donner une valeur ajoutée aux politiques publiques mises en œuvre. Pour atteindre pareil objectif, il convient de faire preuve d'ouverture, communication efficace et langage accessible, afin d'être compris de toute la population, de participation, promouvoir la participation des citoyens tout au long du processus et vision commune de l'ensemble des institutions, de responsabilité, préciser les missions des institutions et des pouvoirs publics, d'efficacité, objectifs clairs, obtention de résultats et évaluation régulière et de cohérence, leadership, engagement et cohérence. En ce sens, il s'agit de donner une forme à la gouvernance. Dans cette optique, les principales missions sont la structuration de la relation entre l'Union européenne et la société civile, la concession d'une place plus importante aux compétences et aux expériences pratiques des acteurs locaux et régionaux, la reconstruction de la confiance publique vis-à-vis des connaissances proposées par les experts et utilisées par les responsables politiques, la consolidation des objectifs politiques et leur réalisation, adoption de mesures mises en œuvre par les agences régulatrices européennes, et la précision des missions et des responsabilités des institutions. Ces préoccupations s'inscrivent dans un contexte précis. D'une part, il s'agit d'utiliser le fait que l'Union européenne veuille créer une société de la connaissance comme vecteur de dynamisme économique et de compétitivité, comme en témoignent les objectifs stratégiques fixés dans la Déclaration de Lisbonne, et d'autre part, l'espace scientifique européen est en voie de constitution à travers l'espace européen pour la recherche. Cela implique l'ensemble des institutions et des organismes privés, tout en attribuant de nouvelles prérogatives aux espaces régionaux. Dans ce contexte, le Pays basque est bien placé à la fois par son caractère régional et sa dimension transfrontalière.
Le rapport Science and Society Action Plan envisage plusieurs actions afin de répondre aux préoccupations et aux doutes des citoyens. En effet, les enquêtes sur les perceptions sociales de la science ont mis en exergue plusieurs problèmes. Le manque de confiance à l'égard des institutions, l'espérance limitée, le faible intérêt vis-à-vis des expériences scientifiques, en particulier chez les jeunes et dans l'enseignement, et la crainte face aux multiples conséquences. C'est la raison pour laquelle il distingue 3 stratégies. 1. La promotion de la formation et de la culture scientifique. 2. Le rapprochement des politiques scientifiques des citoyens. Et 3. La généralisation d'une science raisonnable, dans toutes les politiques publiques. Avec tout ceci, dans les rapports de la Commission européenne, il est recommandé de concrétiser ces stratégies par des plans d'action basés sur la sensibilisation des publics, faire parvenir l'information scientifique aux médias, afin de faire connaître les contenus et les recherches, tout en organisant les semaines de la science, la formation et la profession scientifique, renforcer la communauté scientifique et prendre des mesures dans l'enseignement, l'échange et la communication entre les citoyens, rapprocher les mesures gouvernementales et promouvoir la participation des scientifiques dans les forums publics, la participation de la société civile, utiliser des méthodes participatives, la promotion de l'égalité des sexes dans la science, création de la plateforme européenne des femmes et mobilisation des femmes scientifiques dans le secteur privé, rendre la science accessible au public, prendre des mesures pour adapter aux crises et aux nouveaux phénomènes, la dimension éthique de la science et de la technologie, constituer un système d'information, assurer le caractère public de la réglementation, s'entretenir avec la société, sensibiliser les chercheurs, promouvoir la santé, renforcer les relations entre les comités éthiques, la gestion du risque, déterminer le risque pour l'évaluer et le gérer, l'utilisation de la connaissance, donner la priorité aux experts et prendre conscience de leur importance. L'objectif des principes et des plans d'action est de modifier les rapports qu'entretiennent la science et la société. L'ensemble des propositions vise à restaurer la confiance et à faire comprendre les stratégies. Car compte tenu de la relativité de la connaissance, l'on utilise l'hypothèse du manque de confiance selon laquelle, sachant que les citoyens se méfient des pouvoirs publics, les impressions et les représentations sont négatives, bien qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Pour inverser cette tendance, il est indispensable de favoriser les initiatives institutionnelles permettant de gagner en crédibilité, le syndrome du développement personnel et le paradoxe de l'industrialisation. Cependant, ces stratégies et ces recommandations sont-elles adéquates ? En tout état de cause, il est certain que la science et la technologie ont fait irruption dans l'espace public et sont l'objet d'un débat public, sous l'effet de nombreux motifs souvent contradictoires. Car dans la société de la connaissance, la motivation et l'orientation sont indispensables pour obtenir le développement économique et le progrès social, parce que des problèmes non prévus dans les agendas politiques ont surgi, importance de l'environnement, la sécurité alimentaire, le réchauffement climatique, la biodiversité, la génétique, car les citoyens sont parvenus à un niveau de connaissance et de bien-être qui leur confère une certaine autonomie au moment de juger de la pertinence de telle ou telle orientation. En outre, certains éléments font partie du nouveau contexte. Le laboratoire n'est pas l'unique lieu de production et de discussion de la science. Les scientifiques n'ont pas de règles fixées une bonne fois pour toutes. L'environnement lui-même est devenu le lieu d'expérimentation collective, ce qui modifie la logique des preuves scientifiques et les axes de recherche et de développement du changement technologique sont identifiés et utilisés préalablement. Simultanément, l'idée selon laquelle la science produirait des connaissances aussi fiables que nombreuses, tout en utilisant des méthodes incontestables à l'aide de technologies scientifiques, est contestée. Et l'introduction de la participation et de la démocratie dans les rapports entre la science, la technologie et la société est la résultante de cette transformation. Car lorsque l'on étudie les représentations et les opinions sociales à propos de la science et de la technologie, la méfiance des citoyens résultait de 2 facteurs principaux. D'une part, le fait de placer la science et la technologie sous la tutelle de certains objectifs susceptibles de porter préjudice à l'intérêt général, au bien-être, à la cohabitation et à la justice, et d'autre part, le fait de considérer les déclarations des institutions comme étant synonymes de vérité. Pourtant,
à la fois les scientifiques, les experts, les acteurs socio-économiques et la société civile dans son ensemble savent pertinemment qu'il existe des risques, des incertitudes et des inconnus. C'est précisément ce que laissent entendre les travaux réalisés en Europe sur le sujet. Cela nous conduit directement à l'étude des représentations et des opinions sociales de la science et de la technologie, en Pays basque. Structure de la recherche. L'enquête distingue 3 types de groupes constitués. Les groupes généraux, les groupes spécifiques et les experts. L'objectif étant de connaître leurs perceptions et opinions. D'une part sur les problématiques associées à la science et à la technologie, c'est-à-dire sur leurs fonctions sociales et culturelles, et d'autre part sur les questions plus directement liées aux politiques scientifiques et technologiques en tenant compte de la diversité des points de vue. La distinction de ces 2 problèmes s'explique par la suivante hypothèse. Il convient de séparer tes représentations abstraites et globales de la science et de la technologie des opinions sur les politiques scientifiques qui transforment la science et la technologie en objet d'analyse politique. Notre étude inclut les 2, sans pour autant les confondre. C'est la raison pour laquelle, dans les entretiens avec les experts, le guide d'entretien s'est focalisé sur le système scientifique et technologique basque et les politiques d'innovation mises en œuvre par les institutions régionales, alors que les questions adressées aux citoyens et aux étudiants étaient plus globales sur leur perception et opinion de la science et de la technologie. Un guide d'entretien similaire a été utilisé pour les groupes généraux et spécifiques, bien qu'il ait été adapté selon les groupes et surtout selon les zones géographiques. 5 objectifs majeurs étaient poursuivis. Des questions relatives à l'intérêt vis-à-vis de la science et de la technologie, notamment la place qu'elles occupent dans leur vie quotidienne, les sujets et les domaines qui leur paraissent les plus intéressants et l'incidence qu'ont la science et la technologie sur leur vie de tous les jours. Des interrogations concernant leur représentation et appréciation des scientifiques, sur leur motivation et les raisons susceptibles de rendre compte du départ de leur pays pour aller travailler à l'étranger. Des questions sur la science et la technologie en Pays basque et en particulier, sur les perspectives de développement local et régional, l'influence de l'école dans le rapprochement entre la science, la technologie et la société et l'investissement public en matière de science et technologie. Des questionnements à propos de leur opinion sur la science et la technologie, synonymes de bienfaits et de risques de la science et de la technologie, des raisons de la confiance ou de la méfiance que suscitent les organismes scientifiques, de la recherche et du développement réalisés dans ces domaines et des problèmes de déontologie que cela pose. Des questions sur la communication scientifique afin de savoir quelle information parvient à la population, et par quel biais, l'assiduité avec laquelle elle suit cette information et les points forts ainsi que les points faibles de l'information scientifique. En ce qui concerne les experts, le guide d'entretien se subdivisait en 4 parties. La conception, la définition et la délimitation de concepts fondamentaux tels que science, technologie et technique. La situation actuelle de la science et de la technologie en Pays basque avec ses forces et ses faiblesses. Les principaux domaines et acteurs, les secteurs de pointe sur ce territoire. La situation actuelle des politiques scientifiques et technologiques et l'énoncé des projets stratégiques pour l'avenir. La relation entre la science, la technologie et la société. La communication scientifique avec ses problèmes. Les procédures suivies par la vulgarisation scientifique. Les modèles pertinents de socialisation politique de la science et les liens entre la science et la technologie, les associations scientifiques et la société. Principales hypothèses. Avant de poursuivre, il convient d'avoir à l'esprit 2 éléments. D'une part, les fonctions sociales de la science et les politiques scientifiques méritent une appréciation différente, car si les avantages de la science et les bienfaits qu'elle procure génèrent une approbation, la configuration actuelle du système scientifique et ses implications suscitent des préoccupations et une certaine méfiance, et des apostrophes. Autre part, les politiques scientifiques renforcent ces inquiétudes car les aspects sociaux et institutionnels de la science conditionnent l'indépendance des scientifiques ainsi que le bien-être social et environnemental. Devant cette situation, les personnes interrogées demandent l'engagement, le leadership et la responsabilité des institutions pour défendre la dimension publique de la science. Autrement dit, il convient de contextualiser et de bien situer les représentations et les opinions avec, d'un côté, les perceptions sur la fonction sociale de la science et d'un autre côté,
Les opinions de la population sur les politiques scientifiques et technologiques situées dans des contextes précis. Car les personnes réalisent une distinction entre la science, en tant qu'abstraction, avec ses fonctions, et la science et la technologie qu'ils côtoient dans leur vie quotidienne, avec ses effets, ses interactions et ses conséquences. Nous pourrions résumer certaines des hypothèses présentes dans ce livre de la façon suivante. Les fonctions sociales et culturelles de la science suscitent une opinion favorable. La perception des scientifiques est positive et leur défense est effective. De façon unanime, les citoyens approuvent la priorité donnée par les pouvoirs publics à la recherche et aux chercheurs. Les appréciations sur les fonctions scientifiques et les politiques scientifiques relèvent de variables indépendantes. La variable explicative principale est le manque de confiance à l'égard des décideurs. Le mode de gouvernance traditionnel allant du haut vers le bas est mis en question. La mission principale des institutions est de garantir la valeur publique de la science et l'indépendance des scientifiques. La pierre angulaire de la culture de l'innovation est l'éducation. Les médias, en tant qu'intermédiaires, doivent renforcer les relations et les espaces de communication entre les décideurs et la société civile. Chapitre 1. INTERET à l'EGARD de la science et de la technologie. Dans ce chapitre, il s'agit de déterminer à la fois l'intérêt de la population en général et des étudiants en particulier à l'égard de la science et de la technologie, en précisant 1. La place qu'elles occupent dans les préoccupations des personnes, autrement dit, quelles sont leurs motivations vis-à-vis de la science et de la technologie. 2. Quels sont, au sein de la science et de la technologie, les sujets et les domaines qu'ils jugent les plus intéressants. Et 3. Dans leur vie quotidienne, quel est l'impact réel de la science et de la technologie? L'intérêt de la population. Bien que ne figurant pas dans le guide d'entretien, les participants au groupe de discussion ont éprouvé le besoin de délimiter puis de définir la science et la technologie avec précision. En effet, les habitants du Pays basque éprouvent des difficultés pour parler de la science et la technologie en général, comme si cela faisait partie d'un tout aussi vague qu'abstrait. Le plus souvent, ils proposent une vision linéaire qui opère une distinction entre la science et la technologie, l'une s'inscrivant dans la continuité de l'autre, c'est-à-dire que la science est première et la technologie vient en second, en tant que résultant. Autrement dit, la science est synonyme de connaissance alors que la technologie constitue la traduction concrète et l'application directe de ce savoir. Puis la population de cette région complexifie sa vision en soulignant que des intérêts et des valeurs interviennent dans la production de la connaissance scientifique, issue de la recherche, fondamentale essentiellement. La technologie, tout en étant un artefact, est un instrument de travail indispensable à la science, et la crainte à l'égard de la technologie ne provient pas uniquement des dommages collatéraux que peuvent occasionner tes applications qui en résultent, mais aussi des raisons, des intentions et des buts qui motivent la fabrication, la commercialisation et l'usage des nouvelles technologies. En ce sens, outre le fait de montrer la façon dont la population conçoit la science et la technologie, ces propos nous donnent des éléments de compréhension des représentations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.